On n'a pas un MVP sur Basket Lab, on a qui est le meilleur joueur offensif de cette saison 2024 pour toi. Donc pas de MVP, juste l'attaque du terrain. Je pense qu'on a deux, trois choix un peu faciles. Ouais, là qu'est-ce qu'on fait? Je te donne mon choix ou tu veux Vas-y, tu donnes ton discuter des choix et puis tu expliques. Mon choix. Ah, je pense qu'en joueur offensif, c'est extrêmement compliqué. En tout cas pour moi, j'en avais deux vraiment qui tenaient les trois qui tenaient vraiment le très très haut du panier. Ouais. Cette année, je pense que je l'attribue à Nikola Jokic. Ouais, je suis d'accord, et moi j'avais aussi, je sais pas toi, T'as mais Doncic, sinon. Doncic, il y avait Doncic et même SGA, je me posais un peu la question de à quel point... Non, je pense qu'il est en dessous. Sur le plan strictement offensif. Ouais. Moi, j'étais plutôt sur Embiid. Ah oui, c'est vrai. Ah, après, c'est vrai que j'ai même pas pensé à lui, vu le nombre de minutes. Oh là 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 là. Oui, voilà, moi aussi, il rate trop de matchs et tout, il se blesse, tout ça, mais attention, hein, quand il est sur le terrain, les équipes adverses, elles peuvent plus défendre, en fait. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que Embiid, s'il joue toute la saison, entre tous les lancers qu'il provoque et qui augmentent considérablement forcément son efficacité, du coup, ouais. Il a bien progressé à la passe. En termes de spacing, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui crée plus d'espace qu'Embiid sur un terrain de basket? Je suis pas sûr. Tu vois, vu que les mecs sont obligés de le prendre à 2, à 3, voire à 6 pour l'empêcher de marquer. Alors, il a raté trop de matchs, il se blesse un peu trop et tout, mais je veux dire, on en parlera peut-être. Nous, on en a parlé avec Bastien quand on a fait nos trophées classiques, nos trophées. Oui. Tu vois, moi, je pense que Tyrese Maxey est un MIP en puissance. Je pense que le fait de jouer, pour un joueur comme Maxi, de jouer aux côtés d'un pivot aussi dominant et qui crée autant d'espace qu'Embiid, c'est une force offensive à lui tout seul pour toute l'équipe, en fait, Embiid. Donc, moins doué à la passe que Jokic, évidemment. Un moins efficace globalement au tir, mais il provoque plus de lancers, il est plus dans le contact, et puis il est pas si dégueu que ça à la passe. Enfin, tu vois, je pense qu'il est dans la conversation. Et puis je pense qu'il y avait la stat qui avait tourné là, c'est quoi? C'est plus de 1 point par minute, un truc comme ça. Oui, c'est une dinguerie cette stat. Bon, après le mec, forcément, tous les lancers qu'il a et qu'il provoque. Et pour moi, les lancers, attention, je dis pas ça de manière péjorative. Moi, pour moi, non. Obtenir des lancers, c'est un truc de grand attaquant pour moi. Oui, et puis tu sais, les lancers, ça fait arrêter le chronomètre, donc ça l'aide, puisque du coup, chaque possession est plus courte, et puis pour le point par minute, quoi, ça aide. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Donc t'es d'accord sur Jokic, toi? Jokic, je suis d'accord, totalement d'accord. Je pense qu'il y a encore un écart avec Doncic, même si Doncic est pas loin, mais c'est un peu toujours des questions de profil, tu sais, où je pense qu'il y a un peu un compromis avec ce style de jeu de Doncic. Il y a un coup d'opportunité parce que c'est pas le même style qui est dans l'adaptation extrême, dans tout tourne autour de moi, mais je garde pas la balle longtemps. Il y a un aspect avec Jokic qui est déjà qui a ça, quoi, que ce côté, qu'importe ce que fait la défense, je peux réagir et je peux faire soit la passe, soit la scoring un peu de manière implacable, quoi. Et puis, comparé à Doncic, tu vois, il y a un niveau d'efficacité qui est tout de même meilleur, quoi, chez Jokic. Donc, c'est là-dessus où je pense que, même s'il est moins efficace que d'habitude, que depuis que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans, mais il est quand même à un niveau d'élite. Il est au même niveau que Embiid, d'ailleurs, en termes d'efficacité. Donc, on a des vrais monstres d'efficacité, mais comme il y a le passing en plus chez Jokic, j'avoue que le choix était assez facile cette année. Comment tu mesures l'efficacité quand tu dis que Embiid et Jokic sont au même niveau d'efficacité? C'est quoi la stat ou les stats, toi, que tu prends en référence pour mesurer ça? Tu prends le true shooting? Ouais, true shooting, ouais. Alors true shooting ou point par tir, c'est la même chose, quoi. C'est juste true shooting, tu fais x2, ça donne point par tir, mais effectivement, c'est un peu le côté, l'idée de productivité globale que j'aime beaucoup, parce que tu vois, dans des cas comme Embiid ou comme Harden à l'époque, ou comme Doncic, les lancers francs, ça compte, quoi. C'est des points à ajouter, quoi. Donc il faut les compter. Non, mais complètement. Et qu'est-ce que tu fais de Giannis, du coup, dans ce cas-là? Parce que je crois qu'en true shooting, Giannis, il rigole pas du tout, hein. Giannis aussi, j'y avais pensé. Il est aussi extrêmement bon. Je vais aller regarder vite fait. Après, avec Giannis, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de limites. Je trouve. Différent, c'est clair. Ouais. C'est pas la même chose, quoi. En termes notamment de passing ou de création pure de demi-terrain, je le trouve un peu moins bon. Sur un MVP, peut-être on peut rajouter sa défense et ça fait un candidat MVP très très solide. Mais ouais. Mais tu vois, les trois sont autour des plus 12% d'efficacité par rapport à la moyenne. Ce sont des scores absolument énorme sur un tel volume d'utilisation, quoi. Donc on est d'accord sur celui-là, je pense. Offensif, ça va assez vite. Oui. Deuxième trophée du jour, le meilleur joueur défensif de cette saison 2024. Qui est-ce que tu avais et quel était un peu tes candidats? Le meilleur joueur défensif pur, donc là on juge des individus, quoi. Ouais.
Alors, ce qui est cool et qui fait plaisir, c'est qu'il y a vraiment du français dans cette conversation. Mais vraiment, vraiment, Oui. vraiment. Puisque, par exemple, je suis allé vérifier, je sais pas si c'est la stat forcément à prendre le plus en compte, mais je suis allé faire un petit stat news pour avoir les defensive ratings individuels. Oui. Le classement, tu vois, sur la saison. Numéro 1, Gobert. Numéro 2, Wembanyama. C'est Numéro pas mal. 3, Jokic. Et numéro 4, Karl Anthony Towns. Et tu as même Anthony Edwards qui est dans le top 10, ce qui montre bien que cette stat de rating individuel est quand même influencée par le collectif. C'est-à-dire que plus quand tu joues, tu es entouré de joueurs forts défensivement, bah plus ton rating défensif individuel, il est bon, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Tu vois, t'es d'accord avec le raisonnement là-dessus. Donc, j'aime bien pondérer ce truc. J'aime bien pondérer ça, c'est-à-dire qu'en gros, là, comme quand tu me demandes le meilleur joueur défensif, moi, je prends le vrai meilleur joueur qui, individuellement, pour moi, est le meilleur défenseur. Ouais. Et du coup, je pense que c'est Victor Wembanyama. Et je pense pas qu'il aura le trophée de Deep Boy. Je pense pas qu'il aura le trophée de Deep Boy parce que Gobert est le patron de la meilleure défense de la ligue et que si Anthony Edwards se retrouve dans le top 10 en défense des ratings individuels de défense, c'est parce qu'il a Gobert derrière lui aussi, tu vois. C'est pas que dans un sens, quoi. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Je pense que par contre, si demain tu me dis, je veux construire et j'aurai le choix dans les joueurs que je veux et tout, mais je veux construire la meilleure défense possible, poste de pivot, je prends Victor Wembanyama tout de suite. Hop, comme ça c'est fait. Là, tout de suite. Il est trop fort individuellement en défense et il est pas forcément très bien entouré. Oui, ça c'est clair. Je pense que là-dessus, il y a une question de philosophie. Et tu vois, par exemple, si tu me dis qui est intrinsèquement le meilleur défenseur aujourd'hui, au 12 avril 2024, je pense que Wembanyama, effectivement, est très très haut, voire même au niveau de Gobert. Bah moi, c'est comme ça que j'ai pris ta question, par contre. Ah oui, je comprends. Mais, ouais. Après, sur le trophée de la saison, et c'est pareil en attaque avec Wemby, mais comme il y a eu un peu des fluctuations et qu'il progresse tellement semaine après semaine que j'ai l'impression que le niveau où il est actuellement, c'était peut-être pas forcément le truc non, c'est vrai ce que tu avant, dis. quoi. Donc, du coup, tu mets Gobert alors ? Je mets Gobert, ouais. Je mets Gobert, et tu vois, par rapport au rating que tu as cité, pour moi, c'est là où il est fantastique. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que le rating individuel de Edwards, de Towns est aussi haut ? C'est parce qu'en fait, les minutes où ils sont sur le terrain, il y a aussi Gobert, quoi. Donc, c'est ça. Donc son impact aussi va sur leur score à eux, entre guillemets, quoi. Et ouais, je pense que Gobert est assez nettement. Et ce que j'aime bien, c'est que on a un peu oublié, ou alors on s'en souvient pas, mais par rapport même il y a 3, 4, 5 ans, je trouve qu'il a ajouté un niveau de mobilité qui est absolument fondamental, parce que le jeu est d'autant plus espacé, quoi. Il est en forme physiquement là cette année. Du coup, quand on oublie que c'est un athlète fabuleux et que quand il est en forme physique, même si c'est pas forcément le plus fluide et agile en termes de corps, tu vois, pour les switches et tout, ça reste un athlète fabuleux. Mais du coup, j'ai une petite question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu connais le site craftednba.com ? De nom, ça me dit un truc. C'est un site de stats avancées où ils s'amusent à bricoler les ratings et tout. Ouais. Et pour classer les joueurs défensifs, ils ont créé une espèce d'indice qui s'appelle le Crafted DOPM, donc Defensive plus minus, quoi, tu vois. En gros, c'est un truc, ils se sont bien fait chier, hein, si tu me passes l'expression. Ils te prennent les defensive box plus minus, ils te prennent des indices des LeBron et tu vois tous ces indices là ou des Raptors, quoi. Toi tu connais forcément tout ça. Et ils te sortent un indice, le Crafted. Là, excuse-moi, en même temps, je suis sur là, mais je me rends compte que je suis sur l'attaque. Et donc, je vais te sortir la défense. Hop, Best Defender. Hop, avec le Crafted DPM. Et eux, en 1, ils ont Gobert aussi. Ouais. En 2, ils ont Draymond Green. Avec leur indice. Et en 3, ils ont Jonathan Isaac. Le fameux défenseur de l'année sur 15 minutes, quoi. Leur indice pondère les minutes. Je pense. J'ai pas regardé toute la formule exactement. Mais donc, je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, eux aussi foutent Gobert tout en haut. Victor Wembanyama est 8e. Et je m'emballe peut-être un peu avec Victor Wembanyama, c'est parce qu'en fait, je pense qu'un gamin qui débarque et qui est tout de suite si fort en défense et qui, au bout de si peu de matchs, en fait, est déjà un mec ultra craint et ultra reconnu tout de suite par ses pairs, quoi. On a vu pas mal de joueurs, là, de gros joueurs, dire « Oh là là, c'est dur d'attaquer contre le gamin hyper grand, là, tu vois. » C'est vrai, on en a vu pas mal. Et donc, en plus, il a des bonnes stats défensives, rebond, contre... La dissuasion, bon, malheureusement, ne se quantifie pas vraiment. Mais j'ai l'impression que... T'as raison, sur l'année entière, j'aurais dû sûrement mettre Gobert.
Mais j'ai l'impression qu'à l'instant T, c'est Victor Wembanyama, quoi. C'est complètement fou comment il défend. Le truc avec Gobert, en plus, qui est assez dingue, on voit ce côté... là où il est le meilleur, c'est pour empêcher les tirs au panier. Et ça se mesure bien. On voit qu'en termes d'efficacité, quand il est sur le terrain, l'efficacité adverse au panier, il est élite, quasiment le meilleur de NBA quand il est sur le terrain. Et surtout la fréquence, en fait, de tir au panier, où il est aussi élite. En fait, les adversaires sur le terrain prennent beaucoup moins de tirs au panier lorsqu'il est sur le terrain. Or, les tirs au panier sont les tirs les plus rentables. Donc c'est aussi là-dessus que vient le rayonnement, quoi. Donc Non, complètement. Effectivement, meilleure défense de NBA, je crois, Minnesota en plus cette année. Ah ouais, non, meilleure défense de NBA, puis il y a 2 points d'écart au rating défensif collectif. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas serré, quoi. Ouais. Draymond, tu t'en fais quoi de Draymond? Parce que mine de rien, quand il est revenu, lui, un peu en forme, là, c'était quand même plus pareil chez les Warriors. Ça se voit tout de suite. J'avais pas un podium. J'avais un groupe de 4 du coup plutôt que 3, j'ai pas un podium, mais dans les 2, 3, 4, j'avais Bam Adebayo, Draymond et Wemby, justement. Un peu tout mélangé, je sais pas trop comment distinguer. Mais effectivement, tu vois, les cas de Bam Adebayo et Draymond, pour moi, sont intéressants parce que les défenses ne sont pas élites en termes de collectif, mais sauf que quand tu regardes avec et sans eux, en fait, c'est eux qui structurellement font que la défense tient sur le terrain, quoi. Donc c'est là-dessus où je trouve que c'est hyper valuable, mais je mettrais quand même un chouïa en dessous de Gobert pour l'instant cette année, moi perso. Complètement d'accord. D'accord. On est d'accord. Si j'ai jamais retrouvé, hop, 3e trophée du Basket Lab 2024. On part sur les meilleures progressions et ce que je fais, moi, j'aime bien séparer les jeunes, les très jeunes et les plus vieux au niveau des progressions. Et donc d'abord les joueurs dans les contrats rookies, donc moins de 3-4 ans en NBA a priori. Quelle est ta meilleure progression de l'année 2024 sur les contrats rookies, donc draftés il y a quelques années à peine? Tyrese Maxey, il est toujours en contrat rookie, lui. Techniquement, ouais. Il a signé non, il n'a pas encore d'extension. En gros, il va être restricted free agent, là, c'est ça? Je crois qu'il l'a signé en anticipé, mais il est encore dans son contrat rookie, donc moins de 4 ans, ça compte. Ça compte totalement. Ouais, dans ce cas-là, c'est Tyrese Maxey. Prends Maxey. Est-ce que tu as d'autres candidats ou pas? Oui. J'ai d'autres candidats. Deux candidats que j'ai vraiment... Enfin, je trouve que j'ai vraiment énormément aimé leur progression. C'est Jalen Williams du Thunder, qui avait déjà été très très bon en tant que rookie l'année dernière, mais là cette année, en 2e année, on va les voir arriver en play-off. J'ai absolument aucun problème à ce qu'il y ait des systèmes pour lui dans des fins de match serrés, tu vois. Ouais. Je trouve ça complètement dingue pour un 2e année. Donc je trouve et en plus sa progression statistique elle est réelle, quoi. Je veux dire, c'est pas juste visuel et juste le Thunder qui joue mieux et du coup ça se voit plus, c'est tout. C'est un joueur, Jalen Williams, qui a augmenté au point, au rebond, à passe et tout. Je pense qu'il est derrière Maxey quand même, qui a vraiment fait énormément monter ses stats avec finalement 3-4 minutes seulement de plus par match. Le vrai truc pour Maxey, c'est l'absence de l'ombre Harden, où on lui a donné les pleins pouvoirs sur la ligne arrière. Et du coup, il les a bien utilisés. Certainement aussi l'impact d'un tacticien comme Nick Nurse par rapport à Doc Rivers, qui est moins tacticien. T'as vu, je suis poli. Je suis poli. Et sinon, j'ai Jalen Williams, et sinon, j'ai Kuminga aussi. Ouais. Mine de rien, Kuminga... en fait, il a fait sa place titulaire dans des ailes Warriors où il y avait quand même quelques joueurs sérieux, quoi. J'avais aussi Kuminga dans mes notes, dans la shortlist. Sur Maxey, je dois dire que je suis peut-être plus bas que la moyenne. Alors, en fait, ça dépend pourquoi. Mais moi, en tout cas, sur le côté progression, en fait, moi, je trouve qu'il était déjà très bon l'an dernier. Ouais, en fait, il a plus de ballons. Mais est-ce que c'est une progression ou est-ce que c'est... Enfin, c'est une progression de production, on va dire. Statistique. Et de statut. Et de statut aussi. Faut assumer mentalement, quand même. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais par contre, tu vois, j'aurais envie de dire que celui qui a le plus progressé dans le jeu par rapport au joueur qu'il était l'an dernier, moi je pense que c'est Jalen Williams. T'en as parlé, mais c'est assez bluffant le step-up qu'il a fait, parce que l'an dernier il était déjà sympa, mais là en fait on a un vrai joueur d'élite d'une très bonne équipe, efficace, qui peut tout faire, playmaker. En fait, c'est un lieutenant, je suis d'accord. Donc en un sens, Maxey a pris un statut supérieur, mais en fait il faisait déjà les mêmes choses l'an dernier, grosso modo, si c'est caricature. Quasiment, ouais. Là où Williams est meilleur en soi intrinsèquement que l'an dernier, je trouve. Ça, je comprends, tout à fait. Williams est meilleur. Maxey, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui m'impressionne chez Maxey, c'est le côté... Donc, tu enlèves Harden, et donc tout le monde... on était là, dans les previews, on dit « Ah, ça va pas être si simple que ça à digérer, l'absence d'Harden et tout. Ça va en mettre du gros poids sur les épaules de Maxey. Va falloir qu'il prenne de la place au scoring, qu'il assume beaucoup plus de rôle dans la ligne arrière et tout. » Bah, pas de problème. Ouais.
pas de problème. Tyrese Maxey est un All-Star, tu vois. Genre, boum. Et même s'il a eu un petit coup de mou là en creux de saison, il a su quand même pas trop mal se ressaisir. Et, et je trouve que, alors évidemment, la saison des Sixers a été faussée par la blessure d'Embiid, hein. Mais je pense pas qu'il serait à la lutte là autour du play-in et du top 6. Je pense qu'il serait vraiment à la lutte dans le top 4 en fait si Embiid se blesse pas. Parce que je pense qu'un Maxey a le niveau pour ça. Et moi, j'en avais un autre. Je sais pas si Ouais. tu l'avais, mais moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Moi, j'avais Anthony Edwards. Ah non, ouais, Anthony Edwards, il a beaucoup progressé, c'est vrai. Mais il est en contrat rookie, Anthony Edwards? Il est encore techniquement, parce que draft 2020, donc Oui, il a signé l'extension, mais elle est pas c'est kickée ça. encore. Elle n'est pas encore appliquée. Et je trouve qu'il y a ce truc où on se rend pas compte parfois c'est plus facile de voir un joueur qui fait qui passe de mauvais à bon, alors qu'un mec qui passe de bon à très bon, on le voit souvent moins, c'est moins palpable. C'est vrai. Comme Tyrese Haliburton un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Edwards, tu vois, il y a un côté de playmaking et de défense qui, pour moi, sont un clair step-up par rapport à l'an dernier. Et ce qui fait que, ouais, limite, je le considère pour être premier. Là, je l'ai mis deuxième aujourd'hui, mais je trouve qu'on sous-estime un peu à quel point il a fait des progrès cette année. C'est vrai. Après, moi, c'est sûr que je suis... Peut-être j'en attends trop d'Edwards. En fait, moi, beaucoup regardé les Wolves cette année parce que ils m'ont beaucoup impressionné. Puis, je sais pas, j'aime beaucoup la saison de Karl Anthony Towns. J'étais très triste là quand il s'est blessé. Mike Conley, c'est un joueur que j'ai toujours bien kiffé. Enfin, en fait, j'aime bien cette équipe des Wolves. Donc, je l'ai beaucoup regardé jouer. J'avoue qu'Edwards m'a impressionné à de nombreuses reprises. J'avoue qu'à d'autres reprises aussi, quand il pull-up n'importe comment sur le demi-terrain et tout, j'aurais tendance à dire, c'est vrai, il a progressé en termes de création, de prise de décision, mais il y a encore du chemin, hein. Il y a encore du chemin. Il y a encore un long chemin. Tu vois, défensivement, on était plutôt sur un mec qui avait des flashs défensifs. Là, cette année, c'est solide tout le temps. Et même le playmaking, il y a des actions qui se développent. J'en avais d'autres aussi. Je sais pas si tu as des mentions, mais j'avais aussi Jalen Johnson d'Atlanta ou Sengun, qui était un peu dans le mix pour moi. Jalen Johnson, tout à fait. Sengun complètement. Kobe White aussi de Chicago. Kobe White, ouais. C'est qu'il y a une vraie progression dans Kobe White, hein. Kobe White, je crois que c'est Bastien qui l'aime beaucoup quand on a parlé là, quand on a fait l'apéro trophée dans le MIP. Mais Kobe White, genre, c'est un step-up de malade statistiquement en termes de rôle. Enfin, en gros, les Bulls ont enlevé Zach LaVine. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, bah, finalement, avec Kobe White, enfin, faut qu'ils trade Zach LaVine. Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin de le remplacer ou est-ce qu'ils doivent développer Kobe White? La question se pose. Ouais. Ce qui ne se posait pas du tout avant, en fait. Sinon, j'avais du Devin Vassell aussi, qui a bien progressé, je trouve. On a un step au-dessous, hein. On a un step au-dessous. Ouais, clairement, on est un step en dessous. Jabari Smith aussi, qui est devenu un défenseur très, très, très solide. J'aime beaucoup. C'est vrai. Avdia, j'aime bien Avdia à Washington, même si personne ne les regarde. Personne ne les regarde, c'est moche. Cam Thomas aussi. Cam Thomas, il a progressé, hein. Cam Thomas a progressé, ouais. Je suis d'accord. Et on était sur un jour où j'avais pas envie trop de le voir, où j'avais pas trop d'espoir. Là, je commence à me dire, peut-être il y a un truc. T'as vu, hein? Ouais, hein. Je suis d'accord. Kuminga, Jalen Suggs aussi, j'aime beaucoup Jalen Suggs, ce qu'il est devenu défenseur d'élite. Clairement. Voilà, il y a quelques noms, plein de noms, mais c'est normal que des jeunes progressent. Et donc, justement, 4e trophée d'aujourd'hui, la meilleure progression hors contrat rookie, donc qui est devenu meilleur, mais en étant déjà un peu plus avancé dans sa carrière. Qui est-ce que tu as sur cette meilleure progression hors contrat rookie plus vieux? Alors, j'ai une progression qui va dans la lignée de ce que tu as dit tout à l'heure sur Anthony Edwards, c'est-à-dire une progression qui ne saute pas forcément aux yeux d'un point de vue statistique pur si tu regardes que les box scores, mais qui se voit beaucoup dans le jeu. Quand tu regardes l'équipe jouer et que tu l'associes après à des stats, bah c'est un coéquipier d'Anthony Edwards, hein, c'est Naz Reid, hein. Oui, effectivement. Naz Reid, il met 2 points de plus en moyenne, il prend un petit peu plus de rebonds, statistiquement parlant, c'est pas une dinguerie, quoi. Par contre, en termes de minutes, c'est beaucoup mieux. En termes de qualité de shoot à 3 points, il est à plus de 40%, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu peux vraiment plus laisser shooter Naz Reid. En défense, ça a progressé. Et du coup, il se retrouve à avoir un rôle primordial dans l'une des meilleures équipes de l'Ouest. Ouais. Et ça, c'est des sacrés progrès. Et en plus, j'aurais presque pu, mais le garder pour une autre catégorie tout à l'heure. Je vois ce que tu veux dire. Dont tu vas parler, parce qu'en plus, son contrat, ça va, quoi. Ils l'ont pas payé trop cher. Donc moi, Naz Reid, quand tu m'as posé ça, là, le post-contrat rookie, j'ai très vite pensé à Naz Reid. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut mettre à l'honneur la progression en fait de ce joueur.
Je pense que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a une polyvalence de profil où, tu vois, il shoot assez bien à 3 points et il est assez bon défenseur que, en fait, il peut remplacer n'importe lequel des deux dans la raquette. Donc, il y a cette flexibilité de line-up aussi qui est hyper intéressante, quoi. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup Nadri, ouais. Effectivement. Ouais. Il est en course pour être 6e homme de l'année, hein. Oui, en plus, 6e homme de l'année, ouais. Effectivement. Numéro 1, j'avais Jalen Brunson cette année assez clairement. Je trouve qu'il déjà l'an dernier il était fort. Là cette année on est en train de passer le step de je peux être All-NBA quelques années parfois. Là on est à je suis All-NBA pour sûr. Et ouais, je pense que j'avais Jalen Brunson assez nettement sur ce step up sur des joueurs un peu plus vieux, quoi. Moi je suis d'accord. Je pense que c'est le numéro 1 incontestable. Jarrett Allen aussi d'ailleurs. Oui, mais Jarrett Allen, je le mettrais plus en catégorie Naz Reid. C'est vrai. Ça a progressé, ça a pris de la place et tout, mais on voyait déjà ce qu'ils allaient faire. Ils sont dans la continuité et ils ont progressé. Jalen Brunson, il y a un côté, comme tu l'as très bien dit, il y a un côté... oui, en fait, maintenant, ça y est, on disait toujours, oui, les Knicks, il leur faut un vrai gros franchise player. En fait, ils l'ont, certainement. Tu vois. Effectivement, ça, c'est pas rien comme progression. Oui, puis comme dit, c'est toujours plus... Enfin, on se rend pas compte, mais c'est plus dur de passer de 7 sur 10 à 9 sur 10 que de passer de finalement, je fais rien en NBA, je suis à 3 sur 10 et je passe à 6 sur 10, quoi. C'est vrai. Chaque étape, à chaque fois que tu progresses en étant haut, ça devient de plus en plus dur. Donc ouais, Brunson pour moi est épatant. Jarrett Allen, j'aime beaucoup la diversification du profil, en fait, où il y a quelques années, c'était un simple rim runner, tu sais, défense. Là, cette année, il est beaucoup plus polyvalent avec le ballon parfois, des petits flotteurs, il fait de la passe aussi. De la passe en mouvement après le pick and roll. En défense, il est polyvalent. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, Jarrett Allen. Et puis qu'est-ce que j'avais aussi Duncan Robinson, j'aime beaucoup parce qu'il ajoute le passing cette année. Et ça change beaucoup de choses, ce côté passing. Ça lui est venu en playoff l'année dernière, ça a commencé un peu quand il est revenu là. Tout à fait, ouais, tout à fait. On l'a vu en finale, il était magnifique. Ouais. Et Hartenstein, qu'est-ce que t'en penses d'Hartenstein? Exactement, c'est marrant, j'allais te poser cette question-là. C'est drôle, j'attendais le moment pour le lancer. Ouais, grave, Hartenstein. Oui, d'accord. Hein. Ah ouais. Alors, il y a aussi l'effet, tout d'un coup, il a beaucoup plus de minutes, la blessure de Mitchell Robinson et tout, mais pardon, mais il assume grave. Hein. Ouais. Là, demain, les Knicks peuvent arriver en playoff si c'est Hartenstein le pivot titulaire. Ça me va, en fait. Enfin, c'est pas si mal. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça colle plutôt avec leur façon de jouer et il a progressé dans pas mal de secteurs. Il s'applique, c'est un joueur propre, c'est un joueur qui prend pas trop de risques, donc quand il va essayer de te mettre un panier, souvent il va le mettre parce qu'il prend pas des trucs risqués. Il a beaucoup progressé au rebond et il a beaucoup progressé en défense. Hein. Non, vraiment, même à la passe, bref, il a progressé Hartenstein, je suis d'accord. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point il est fort en défense parce qu'il est pas très très fort. C'est pas le modèle Gobert justement, tu sais, le drop très grand, impressionnant, mais en fait il est extrêmement polyvalent dans ses couvertures. Il peut faire monter un peu plus haut, parfois un peu de switch. Enfin, il est très très polyvalent et très intelligent en fait. C'est un peu les Knicks cette année. Et il est grand, Hartenstein. En plus, ouais. Il est très grand, c'est un 7-footer, Hartenstein. Hein. Oui, tout à fait. Donc ouais, je l'avais aussi. Ah bah tiens, j'avais Kobe White aussi. Donc ça veut dire qu'il est peut-être en hors contrat rookie. On n'a pas vérifié. Ah, t'as raison. Kobe White 2019 la draft. Ouais, donc il doit être déjà dans son deuxième contrat. Mais ouais, Kobe White. Autant pour moi. Non, mais c'est les mêmes catégories. On est d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.